sur toute la partie droit d'auteur et de se demander finalement quel est le plus important. Est-ce que c'est l'idée ou est-ce que c'est la forme? Quand on voit qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle elle arrive à produire de la forme en paquet et en paquet, et finalement, quand on élabore un prompt, l'élément central, c'est plutôt les différentes idées qu'on essaie de mettre en avant. Les Illuminés du droit, un nouvel épisode. On était avec Enke Kebede qui venait de Strasbourg. On va être avec un ancien étudiant de Strasbourg. On est très régional en ce moment. Mon cher Hervé, ma chère Tiffaine, merci de nous accompagner avec les éditions L'Ami Liaison dans votre studio. Et on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Baptiste Varocco. Bonjour, c'est un plaisir. Jean-Baptiste, vous avez un boulot qui est quand même assez incroyable, qui est responsable de la veille et de l'anticipation réglementaire. Chez Leroy Merlin, c'est unique en France, ce qualificatif, à ma connaissance. Ce qualificatif, oui. Le métier en soi, je suis pas sûr. Non, j'ai rencontré quelques personnes qui faisaient un métier qui était un peu analogue. Oui, mais on appelle ça knowledge management, on appelle ça veille réglementaire, on appelle ça doctrine, mais anticipation, c'est intéressant parce que en fait, votre job, c'est pas de dire le droit, c'est de prédire le droit. C'est-à-dire qu'en plus de la veille réglementaire, c'est-à-dire ce qui tombe, ce qui sort, il y a aussi la partie, mais qu'est-ce qui va sortir? Probablement, potentiellement, peut-être. Et du coup, c'est toute la partie analyse des projets, propositions de loi, donc le classique, mais aussi aller un peu plus loin sur les rapports et sur les résolutions pour savoir quelle est la tendance politique sur tel ou tel thème. Et faire un peu de lobbying ou d'affaires publiques pour c'est plutôt faire les choses plus pudiquement? Non, c'est plutôt sur la partie stratégie. C'est-à-dire se dire vers quoi on doit s'orienter au niveau du business pour avoir un petit coup d'avance. Est-ce que ce point-là, est-ce que le développement de telle activité est plus intéressant ou telle autre activité? Alors, Leroy Merlin, avec Decathlon, on se tire la bourre pour l'innovation. Eux, ils ont quelqu'un qui est en charge de la communication juridique. Vous avez ce poste un petit peu original. Alors, c'est pas un hasard, hein, vous avez préparé ça depuis un certain temps, puisqu'en fait, à la base, vous êtes universitaire, donc un universitaire en entreprise peut être heureux. On va peut-être partir dès le départ. Quand on regarde votre profil LinkedIn, il y a écrit ouvrier maçon. C'est ce qui a fait de vous un bon universitaire? Bon, en fait, pour financer mes études, j'avais besoin de travailler. Donc, j'avais travaillé avec mon père en tant que maçon. Et est-ce que ça a fait de moi un bon universitaire ou un bon juriste aujourd'hui? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a donné l'envie de travailler pour... un petit peu plus à l'abri que sur un chantier? Non, pas spécialement. C'est juste que j'aimais bien. En fait, j'aimais bien le droit. À l'époque, c'était plutôt les sciences sociales, sciences politiques, sciences sociales que j'aimais bien. L'économie aussi. Et du coup, je voulais m'orienter vers ça. Et je voyais que le droit, ça ouvrait plus de portes, potentiellement. Ou en tout cas, des portes plus sûres. Donc, je suis parti vers le droit. Plus sûr, plus avec des jobs? Plus sûr du point de vue d'un petit qui vient d'une campagne très profonde et qui connaît personne dans ces univers. Donc, ça parlait beaucoup plus. La robe? Pas spécialement. Du coup, vous avez toute cette progression universitaire jusqu'à faire une thèse. Alors, beaucoup de gens choisissent la thèse pour... ne pas passer le CRFPA. Vous, c'était la thèse, pour enseigner, moi, tout ça? Non, c'était plutôt la thèse pour la thèse. C'était vraiment la thèse pour faire de la recherche. Pas pour enseigner, pour rechercher. Non, pas spécialement pour enseigner. Pas non plus forcément dans l'optique de devenir chercheur. C'était vraiment pour le projet de thèse, pour la recherche à l'instant T. J'avais envie de la mener, j'avais la possibilité, j'avais un financement. Le sujet, Strasbourg, est un sujet original au CEPI? Oui, assez, parce qu'à l'époque, on s'était intéressé à, aux normes techniques. Donc, c'est les trucs qui intéressent pas du tout les juristes et où, en fait, ça intéresse pas forcément non plus trop les chercheurs parce que c'est assez aride comme sujet et très technique, finalement. Et aussi la partie innovation ouverte, parce qu'à l'époque, c'était assez en vogue. Donc, j'ai essayé de travailler autour de ça. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est plutôt orienté vers la notion d'innovation.
Voilà, D'accord. de manière Donc, innovation en général, innovation dans le droit. innovation, la notion d'innovation en droit. Voilà. Est-ce que ça existe, cette notion d'innovation? Et alors? Et alors, l'idée, c'était de démontrer que oui, il y avait une notion, mais c'était peut-être pas une notion, mais plutôt un concept qu'on revoyait à travers les différents textes et qui transparaissait quelque part. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans de l'innovation incrémentale, une évolution de société qui va provoquer un texte pour un peu faire évoluer la société, mais on est rarement dans des big bangs, sauf renversement politique. C'est ça Hmm. l'idée? Non, l'idée, c'était plutôt vraiment de prendre l'innovation technique, pas l'innovation juridique. Vraiment D'accord. prendre l'innovation technique et voir comment est-ce qu'elle est appréhendée en droit. C'est-à-dire toutes les limites à cette innovation technique, le fait qu'on soit vraiment très conditionné quand on veut élaborer un produit pour le mettre sur le marché, on est très conditionné par des normes. Et est-ce qu'il nous reste un petit peu de marge pour innover? Et il y avait une première partie là-dessus. Et après, une autre partie, un petit peu plus propriété intellectuelle. Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre pour faciliter les innovations futures dans le cadre du droit de la propriété intellectuelle? Ah oui, ce qui fait que du coup, vous feriez ça aujourd'hui, vous feriez quelque chose sur l'IA et sur la manière dont l'IA peut vous aider à innover ou pas, ou si on la régule, Hmm. elle va limiter l'innovation, ou Je, comment je faire pense que attention à la propriété intellectuelle. aujourd'hui, si je devais le faire et que je devais travailler avec l'IA, j'aurais des vraiment des très très beaux développements à faire sur toute la partie droit d'auteur et de se demander finalement quel est le plus important. Est-ce que c'est l'idée ou est-ce que c'est la forme? Quand on voit qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle elle arrive à produire de la forme Hmm. en paquet Ouais. et en paquet, et finalement, quand on élabore un prompt, l'élément central, c'est plutôt les différentes idées qu'on essaie de mettre en avant. Donc il y a comment dire, des petits conflits entre le droit d'auteur et l'intelligence artificielle qui sont pas anodins, vu le fonctionnement même de l'intelligence artificielle générative. En parallèle de votre thèse, vous avez enseigné, alors vous avez un regard, on recevait Elke Kebede qui observe plus les élèves avocats, même s'ils sont d'anciens étudiants. Vous avez un regard sur l'évolution de ces étudiants, sur ces nouvelles générations, une manière différente d'enseigner, une manière différente de les encadrer, de les manager. Alors, moi, j'ai pas eu le plaisir d'avoir justement la partie intelligence artificielle générative qui est venue pendant que j'enseignais. Mhm. C'est venu sur la toute fin et finalement, j'ai fait qu'une année d'enseignement où elle était là, l'intelligence artificielle générative. Et effectivement, on avait eu un rapport en décembre 2024 sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la profession du droit. Ouais. Et dedans, il y avait notamment des préconisations comme quoi il fallait développer, développer cette partie-là, cette partie un peu apprentissage de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les métiers du droit. Mais il n'y avait pas écrit comment on allait faire, hein. Ah non, ça pas forcément. C'est pas forcément évident. Mais moi, j'avais eu l'occasion de le faire pendant quelques travaux dirigés l'année dernière en droit du numérique. Mais je n'étais pas auprès d'étudiants juristes, c'était plutôt des étudiants en comptabilité, en RH, en communication. Et Ouais. là, on avait une partie. Ah non, celui-ci, c'était pas avec eux. Celui-ci, c'était avec des étudiants en droit de la concurrence. D'accord. Et on a Oui, abordé des l'IA et le droit de la exercices. concurrence. Ouais, on a abordé quelques exercices. Et là, on a abordé la note de synthèse. Et donc, pour faire le corrigé, je leur ai dit, pour faire le corrigé, j'ai utilisé exclusivement l'intelligence artificielle. J'ai utilisé que du chat GPT. J'ai fait en sorte de ne pas écrire une seule ligne. Mm. Et j'avais un résultat qui était analogue parmi les meilleures synthèses qu'avaient fait les étudiants. Et l'objectif, c'était de leur démontrer, voilà, il y a certains exercices où vous aurez toujours de la plus-value en tant que juriste, en tant qu'avocat, etc. Et d'autres où ça sera très, très difficile d'être en concurrence avec ces nouvelles technologies. Donc, Sachant vous que devez votre déjà meilleur les utiliser. étudiant, en fait, utilisait ChatGPT, on vous le dit maintenant, mais vous ne le saviez pas à l'époque. C'est possible. C'est Comment est-ce possible. qu'on fait pour passer de la fac, qui est plutôt agréable et douillette, à Leroy Merlin, avec deux choses? Alors, un CV de chercheur dans une boîte, c'est pas évident à placer, même si Oui.
On avait un projet avec François Pasqualini de master recherche à l'époque, RSE et droit, qui permettait de trouver un job, mais au début, on nous a pris pour des fous il y a 20 ans quand on a dit ça. Comment on se retrouve? Comment est-ce que c'est la personnalité de Claire et des personnes qui vous ont accueillis qui sont curieuses? Est-ce que... Je pense que oui. C'est elles qui m'ont donné la chance, en fait, de pouvoir faire mes preuves et la preuve de qu'est-ce que pouvait apporter quelqu'un qui avait développé des compétences en recherche, en fait. Et à l'époque, elles avaient déjà comment dire, cette petite idée tiens, on aurait besoin de quelqu'un pour la partie veille réglementaire. Ouais. Alors c'était très très flou au départ, en fonction D'accord. des personnes avec qui j'avais discuté dans l'entreprise, elles n'avaient pas toute la même vision de ce que ça recouvrait. Est-ce que Mhm. c'était plus de l'anticipation? Est-ce que c'était de l'animation? Est-ce que je devais aller voir les autres, mes collègues et leur dire, bon, là, il va falloir travailler sur ce point-là, ou, ça en est, ou sur cet autre point-là. Et d'autres personnes qui envisageaient ça plutôt sur la partie conformité. J'identifie des textes et Ah oui, la mise en place conséquences d'un plan opérationnelles. de... Voilà, Parce que d'un c'est une plan de mise en création de conformité. poste, en fait. Oui. D'accord, ok. Et partant d'une observation, mais alors très diverse, de ce que pouvait apporter cette veille, aussi bien sur des dispositifs de contrôle interne à rajouter autour de la compliance, ou des éléments d'anticipation business, donc vraiment le grand écart entre les deux. Donc ce qui est Oui. de bien, c'est que c'est vous qui avez fait votre descriptif de poste. Ben oui, au fur et à mesure, en fait, ça s'est développé au fur et à mesure. Au départ, on m'avait plutôt lancé sur la partie animation et reporting, en Ouais. fait. Et après, je me suis rendu compte que bah, mes collègues, ils n'avaient pas forcément le temps de faire les autres parties, qui est d'analyser les différentes actualités et ensuite de faire remonter l'information, de mettre en place des plans d'action. Et du coup, je me suis dit, ben, on va plutôt faire les choses dans l'autre sens. On va plutôt faire en sorte que eux, ils puissent gagner du temps sur leur travail. Et comme ça, moi, je peux capitaliser sur les documents qui ont été produits. La Donc, greffe de l'entreprise à l'université, en fait, ça s'est fait naturellement parce que votre choix était de partir en entreprise et le doctorat, en fait, c'était un plaisir qui permettait de préparer la suite, mais sans forcément un plan de carrière. non, il y avait pas vraiment de plan de carrière. C'est-à-dire que quand j'ai choisi la thèse de doctorat, c'est parce que j'avais fait un constat en Master 2 où j'avais beaucoup de mes camarades qui faisaient leur deuxième Master 2. Je me disais, mais pourquoi je vais D'accord. faire un deuxième Master 2 Oui, pourquoi? alors que je pourrais très bien comment dire, faire une poursuite d'études sur Hmm. une thèse de doctorat qui m'apporterait d'autres compétences et pas juste de la connaissance en plus. Je voyais pas l'intérêt d'avoir de la connaissance en plus. Et qu'est-ce qu'on apprend, en fait, quand on est docteur en droit? À se débrouiller. Ouais. À se débrouiller, c'est le plus important. Et à se débrouiller aussi sur la partie méthodologie. Méthodologie, recherche, en fait, c'est enseigné. Sur la partie recherche, on apprend un petit peu à se débrouiller, à mettre en place ses propres techniques, ses propres stratégies. Et sur la partie enseignement aussi. Parce qu'on est lâché un petit peu comme ça. Allez-y, votre premier cours, C'était c'est un peu la le semaine sens de ma prochaine. question, démerdez-y, mais... C'était un peu ça, ouais. ouais. Et du coup, c'est face aux étudiants que l'on apprend à survivre. À survivre, j'irai pas jusque-là parce que ça se passe, en général, ça se passe plutôt bien. Et on nous met pas forcément les cours les plus difficiles dès la première année. Enfin, de toute façon, on a un petit peu le choix, en fait. C'est, on postule ou alors on demande pour avoir certains cours. Et après, c'est en fonction des affinités. Du coup, ce serait quelque chose que vous recommanderiez à des jeunes talents que d'aller faire leur thèse? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin qui se développe dans les différentes administrations et aussi en entreprise d'avoir des profils un petit peu plus recherche. Hmm. C'est-à-dire qu'on a une telle densité de règles et une telle complexité dans ces règles qu'en fait, c'est nécessaire. Mais après, c'est beaucoup plus difficile de trouver un poste avec un tel profil. Oui, parce qu'il faut vraiment des employeurs qui y croient, hein, Ah oui. Alors aujourd'hui, demain, j'en sais rien. Mais aujourd'hui Pourquoi et demain ce hier, serait différent? Parce que vous pensez qu'avec l'IA, on va enfin retrouver l'intérêt d'apprendre à chercher? alors est-ce que c'est avec l'IA?
En partie parce que ça va permettre de faciliter certaines actions aujourd'hui qui sont dans les actions habituelles que réalisent les juristes. Mais surtout parce que on a une complexité de règles qui sont croissantes. Et en fait, il y a un réel besoin de pouvoir les analyser. C'est plutôt dans ce sens-là que je le verrais. Leroy Merlin, vous couvrez la France ou vous couvrez aussi l'international? Non, Leroy Merlin, c'est la France. C'est la France, là, Ouais. dont vous parlez. Du coup, vous regardez aussi quand même au niveau européen, j'imagine, la manière dont les textes évoluent? Aujourd'hui, je le regarde, mais avec des sources, pas des sources directes. C'est beaucoup plus compliqué pour moi de capter cette documentation-là et de l'analyser. Ouais, mon propos était de dire comment est-ce qu'on peut remonter votre position, qui stratégiquement est extrêmement importante, parce que vous le disiez tout à l'heure, la contrainte juridique va s'imposer au métier. Là, au niveau international, du coup, c'est un petit peu la limite, c'est d'arriver à anticiper, arriver à mettre en synergie ces législations internationales. Du coup, ça limite un petit peu le développement de votre job pour l'instant. En fait, c'est des développements qui sont prévus, mais aujourd'hui, j'ai fait en sorte de mettre en place des outils et des méthodes qui permettent d'automatiser un certain nombre de sources. Oui, on m'a raconté, oui, il paraît que c'est magique ce que vous faites. Et en fait, je n'ai pas encore porté les sujets européens. D'accord. En décembre, encore une fois, il y a un autre rapport qui a été pondu au Parlement et qui évoquait en fait la prolifération de normes au niveau européen. Alors, il y a la France qui dit « Hey, l'Europe, tu produis trop de normes » et l'Europe qui dit « Hey, les États membres, vous produisez trop de normes ». Et tous les deux sont d'accord sur le constat, mais ils ne sont pas d'accord sur l'action à mener. Et vous êtes coincé parce que vous distribuez, j'imagine, des gammes de produits qui sont un peu homogènes, même si les consommations ne sont pas les mêmes sur les différents territoires où vous êtes installé? En fait, je ne porte vraiment pas les sujets juridiques qui sont extérieurs à la France. D'accord, ok. Du coup, je ne sais pas. Alors, j'ai quelques liens avec des personnes qui le font, mais que sur des thématiques très, très précises. Aujourd'hui, au niveau de la production de règles au niveau européen, il y a un des obstacles majeurs, c'est que dans la documentation, la législation européenne, il y a énormément d'actes délégués qui sont relatifs à tout ce qui est normes techniques. La lecture du texte, elle est trop complexe. C'est pas un texte juridique en fait, c'est un texte technique. Oui. Et du coup, il y en a telle quantité qu'il faut mettre en place des filtres pour les enlever. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je n'y ai pas touché à ça. Bon, du coup, vous allez être obligé de revenir pour nous en parler. Oui. Puisque là, ça fait 18 mois, 2 ans maintenant que vous êtes là-bas. Oui, je suis arrivé en août 2023. Et visiblement, vu l'enthousiasme que Claire avait à vous présenter, elle est super contente de vous. Un grand merci, Jean-Baptiste, d'être venu nous raconter cette veille réglementaire enrichie, un peu un métier du futur finalement, parce que ça n'existait pas sous cette forme-là, en tout cas, est très intéressant, et qui montre qu'on peut être chercheur et trouver du boulot. Et ça, je trouve ça rassurant pour notre avenir universitaire. Un grand merci, Jean-Baptiste. C'était un plaisir. Et puis à très bientôt pour de nouveaux Illuminés du droit.